des choix quand on fait une journée, quand on fait des thématiques. Donc le choix que j'ai fait, c'est de présenter quelque chose sur le cluster de Paris-Saclay. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'injonction, il y a aussi une volonté, il y a une idée qui est de se dire, est-ce qu'on peut se servir de Paris-Saclay comme d'un outil de travail ou d'un outil de réflexion? Est-ce que pour nous, le cluster Paris-Saclay, de manière extensive, peut être vu comme un objet d'étude? Et si oui, comment? Donc j'ai essayé de réfléchir autour de ça pour ouvrir la dimension territoriale qui évidemment ne se limite pas qu'à Paris-Saclay, on est bien d'accord. Réflexivité Ouais, saclésienne. voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu de réflexivité? Bon, vas-y. Donc la question finalement qui nous est posée souvent, c'est de se dire, est-ce qu'on peut créer de la connectivité scientifique dans notre cluster Paris-Saclay, si tant est que ce soit un cluster, et comment faire pour l'ancrer sur un territoire? Donc, en fait, je pense que ça se résume à deux grandes questions. La première question qui est comment est-ce qu'on peut créer des échanges scientifiques, comment est-ce qu'on peut échanger, comment est-ce qu'on va travailler ensemble des mondes différents, entreprises et scientifiques. Et puis, donc ça veut dire comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on diffuse les connaissances. Et puis, deuxième question, finalement, est-ce qu'il y a un avantage, quels avantages y a-t-il à localiser dans un même lieu des entreprises, des laboratoires, des universités, donc l'ancrage territorial. Donc la manière dont je veux l'aborder dans ma présentation, elle est finalement assez standard, c'est-à-dire dans un premier temps, je vais rappeler quelques éléments sur la genèse des diffusions, des innovations et des connaissances au niveau local. Après, quelques mots sur les clusters. Je donnerai un exemple de connectivité dans un cluster ici, c'est-à-dire Optics Valley, dans le cœur du pôle de compétitivité systématique. Je donnerai quelques éléments sur le plateau de Saclay, puis j'ouvrirai moi aussi sur quelques questions de recherche en conclusion. D'abord, diffusion des innovations et des connaissances, quelle est l'importance du local? Pour faire un balayage, voilà, on peut y aller, un balayage très rapide des analyses, ça commence avec Schumpeter, donc ça tout le monde le sait, c'est le processus de destruction créatrice, c'est l'innovation qui permet, c'est de détruire le passé, mais également de créer de nouveaux éléments. Et puis avec deux grandes dimensions, la figure de l'entrepreneur et la dimension systémique de l'innovation. L'innovation ne vient jamais seule, elle vient en grappe, elle vient en groupe, parce qu'il y a des complémentarités techniques, parce qu'il y a des réseaux d'innovation, parce qu'il y a des groupes de personnes, etc. Et donc un certain nombre de travaux là-dedans, en particulier en économie et en gestion, qui mettent en évidence le fait que ça va jusqu'aux utilisateurs d'innovation et qu'il faut fonctionner en groupe. Il y a un écho à ça au niveau local, et au niveau local, on retrouve ça dans au niveau de l'analyse des territoires de l'espace. Il y a un certain nombre de grands travaux, par exemple le prix Nobel de Paul Krugman, bon, il est tout noir là en haut, mais avec la nouvelle économie géographique, il explique pourquoi il y a de la concentration spatiale des activités, parce que les consommateurs et producteurs doivent être au même endroit pour vendre et acheter les produits entre eux. Et puis c'est également des travaux, en particulier de Porter ou de Beccatini, sur les clusters, les districts. Pourquoi est-ce que finalement l'innovation se regroupe dans un petit nombre de lieux dans le monde, c'est-à-dire un petit nombre de pays, dans ces pays un petit nombre de régions, dans ces régions un petit nombre de lieux, comme le cluster Paris-Saclay, la Silicon Valley par exemple, etc. Donc, bon, il y a des théories par rapport à ça qui expliquent que les connaissances en réalité circulent plus facilement dans la proximité géographique que loin. Elle traverse plus facilement, comme le dit Marianne Feldman, un corridor ou une rue qu'un continent et un océan. C'est pour ça que les chercheurs, les scientifiques, les laboratoires doivent être au même endroit dans les clusters. Ça, c'est la théorie qui nous est donnée. Ok. Alors, maintenant, quelques mots sur les clusters. Je dis un mot sur ces images. En fait, c'est des étudiants qui ont dessiné le plateau de Saclay et qui ont donné leur représentation du plateau de Saclay à chaque fois. Alors, bon, les clusters, il y a une théorie des clusters ou des systèmes localisés de production. Bon, le pape de la théorie des clusters, c'est Michael Porter. Il met en évidence le fait, après bien d'autres, mais enfin lui il donne sa forme canonique, le fait qu'il y a des groupes de firmes ou de laboratoires qui sont regroupés sur un même lieu, qui entretiennent des relations d'échange, des relations de coopération. Il faut qu'elles aient des activités reliées ou similaires, sinon ça ne présente pas d'intérêt, on est au même endroit mais on n'échange pas entre soi. Et puis tout ça sans exclure les relations avec l'extérieur. Et en fait ça fait suite à plein d'autres analyses, mais que je ne vais pas avoir le temps de détailler maintenant. Alors, finalement, Porter, si on regarde le cœur vraiment de cette analyse qui a donné lieu à un nombre de publications absolument colossales, eh bien, ce sont les interactions.
C'est-à-dire qu'ils constatent qu'il y a un avantage compétitif quand on a un regroupement localisé de firmes, de laboratoires et autres, la production en particulier dans l'innovation. Mais pourquoi? Parce que, dit-il, finalement, il faut qu'il y ait des interdépendances, il faut qu'il y ait des relations proches, géographiquement, à l'intérieur de ça. Et vous voyez qu'il y a deux éléments, hein, l'ancrage territorial et la connectivité. Il faut qu'on ait les deux choses. Une localisation dans un même lieu et des interactions dans ce lieu. Sinon, on a simplement une colocalisation et il ne se passe rien. Un peu comme vous et votre voisin de l'étage supérieur, vous habitez à 2 mètres les uns des autres, vous vous rencontrez une fois par mois dans l'ascenseur. Ça peut être un peu pareil pour l'innovation. Donc à l'origine, ça s'applique à des cas comme la Silicon Valley, à Sophia Antipolis en France. Après, ça s'étend et il y a toute une série d'avatars qui sont apparus aussi bien dans la littérature que dans la réalité. Et par exemple, là il y avait des belles images, mais c'était une photo d'un cluster où on voyait bien la concentration des innovations. Et puis ça, c'est le cluster de Sophia Antipolis. Même chose, dans un lieu très réduit, mais très chouette, on voit apparaître une grosse concentration de laboratoires et d'activités d'innovation et de production. Et puis aujourd'hui, si on regarde l'analyse, eh bien, on est arrivé un pas plus loin que les clusters. Je dirais qu'il y a de nouveaux avatars dans les théories. On parle d'écosystème industriel, d'écosystème d'affaires. Donc l'écosystème d'affaires, c'est surtout les gestionnaires qui sont emparés de la question de l'innovation localisée en termes de cluster, je dirais, et qui montrent que finalement, il y a des lieux où on a un écosystème de l'entreprise. L'entreprise ne fonctionne pas seule, elle a un système d'affaires, et c'est encore mieux quand son système d'affaires il est local. Parce qu'on n'est pas loin, on a le temps de discuter, d'interagir, de fonctionner ensemble, etc. Écosystème d'affaires, et puis plus innovant sont les écosystèmes industriels. Et là, on touche finalement à des choses dont on a parlé tout à l'heure, comme la bioéconomie, l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire que finalement, on dit il y a des lieux dans lesquels on va faire du recyclage, des outputs, de la symbiose, de la méthanisation, etc. Alors, il y a toute une série de terminologies. Et puis, on reprend l'idée du cluster, mais en lui rajoutant un côté vertueux, un côté vert et un côté de recyclage, un côté environnemental. Donc, beaucoup de travaux aussi sur cette dimension-là. Alors, il y a quand même une question qui se pose et qui nous intéresse, nous, et qui est largement adressée par la littérature, c'est comment se font les interactions, disons pour dire vite, science-industrie. Avant, on disait le transfert, science-industrie, on ne doit plus dire transfert, donc on dit interaction. Et finalement, on a 2 modèles ou 2 méthodes. Un qui est le modèle de la diffusion, c'est-à-dire qui est un peu critiqué aujourd'hui, c'est-à-dire les scientifiques produisent et puis diffusent vers les entreprises, etc. Et puis un autre modèle qui est celui de la co-construction des relations entre les entreprises et les laboratoires, qu'il s'agisse de laboratoires publics ou privés. Et puis tout ça, ça se fait à travers plein de relations, des relations tacites, des réseaux d'acteurs, et puis également des apprentissages dans le temps. Donc on voit apparaître des réseaux avec des économistes et des sociologues, des apprentissages avec des gestionnaires et des sociologues, des relations tacites aussi avec des sociologues, et puis des questions des politologues, des géographes, etc. Donc on voit apparaître toute une noria de sciences sociales qui s'intéressent à ce type de questions. Okay. Alors, finalement, comment ça marche dans un cluster ? Juste, je vais prendre l'exemple d'Optics Valley, on avait travaillé il y a quelques années là-dessus. Optics Valley, c'est un cluster qui est dans le pôle de compétitivité systématique. Donc on est dans nos lieux, sur sa clé. Et si on regarde un peu comment ça marche, vas-y. En fait, on s'aperçoit qu'on a d'abord des interactions technologiques, vas-y, clique. Donc, interactions technologiques qui font qu'à l'intérieur de ce cluster, qui est centré sur l'optique et l'optronique, eh bien, on va avoir des échanges avec des fournisseurs, avec des entreprises partenaires, avec des clients. Sur le graphique de gauche, ce qu'on voit ici, sans toucher l'écran, c'est qu'on a des échanges de connaissances. Ça, c'est extrêmement important entre les entreprises, laboratoires publics ou privés. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire, vas-y, ce sont des interactions qui ne se limitent pas au niveau local, mais qui sont aussi au niveau global. C'est-à-dire que ces échanges de connaissances sont non seulement dans le cluster, mais ils vont être avec d'autres laboratoires, avec d'autres firmes à l'extérieur. D'autres différents types d'interactions de cette nature-là. Voilà l'exemple, par exemple, ça ce sont des PME. J'ai pris un exemple relativement simple dans une typologie de différents types de firmes à l'intérieur du cluster de l'optique optronique.
Optics Valley. Et les PME high-tech sont des petites entreprises, mais qui font qui sont relativement hautes en technologie. Vas-y. Et ce qu'on voit, c'est que ici, elles ont des relations avec différents types des clients, des fournisseurs, d'autres entreprises, etc. Mais elles ont des relations qui sont des interactions en termes de connaissances avec des laboratoires de recherche au niveau local en particulier, et des laboratoires de recherche qui sont situés à l'extérieur. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, juste pour vous montrer que la vie est plus compliquée que la recherche en réalité, parce que ça, ce sont les grandes firmes, et ça devient un vrai problème de comprendre tout ça. Bon, juste pour se donner une idée, comment ça peut fonctionner, ce type d'interaction. Alors évidemment, derrière, il y a des modèles, il y a des modélisations et des approches, je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Ok, on y va. Donc maintenant, quelques éléments de réflexion sur Paris-Saclay, juste pour qu'on se resitue un petit peu les idées et qu'on atterrisse entre ces approches et ce type de questionnement sur notre territoire avec une vision, comme tu disais Stéphano, réflexive finalement. Donc quelques mots sur Paris-Saclay. Moi-même, ça m'a fait faire une petite révision, ça ne m'a pas fait de mal quand même. Donc, premier élément sur Paris-Saclay, c'est qu'on est ici dans un périmètre qui est un périmètre qui est celui de l'intervention de l'établissement public d'aménagement, c'est-à-dire l'EPA de Paris-Saclay, ce qu'on appelle l'EPAS également. C'est-à-dire que c'est une opération qui n'est pas tout à fait particulière. Alors ça va intéresser les politologues, les géographes, etc. On a quelque chose qui est tout à fait particulier. Et ce plateau de Saclay, qui est d'une superficie de 229 km², c'est-à-dire plus grand que la ville de Paris, couvre 2 départements, 3 communautés d'agglomération et 27 communes. Donc on a quelque chose qui est quand même assez colossal au niveau de l'emprise spatiale, au niveau de la taille. Ouais. Deuxième chose, ce qu'il faut dire sur ce cluster scientifique, c'est qu'il a une histoire. Et ce n'est pas une histoire qui a démarré, même si beaucoup d'entre nous, mais pas tous, avons débarqué ou débarquons récemment. Une histoire qui est très ancienne, et c'est une histoire qui est générée en particulier par le complexe militaro-industriel qui reste très puissant en France, et en particulier son cœur est à Paris-Saclay, et qui apparaît dès les années 50 avec le CEA, la DGA, l'ONERA, puis l'INRA également, etc. Petit à petit se crée un territoire de l'innovation, une cité scientifique, on attire d'autres acteurs comme HEC, Supoptique, Supélec, Polytechnique, des grands équipements, le synchrotron, le laser, Silex, etc. Et puis après, dans les années 2010, c'est la nouvelle phase de Paris-Saclay, et c'est l'idée de faire de manière volontariste, de créer de manière volontariste un cluster mondial, et avec l'idée de se dire on va renforcer ce pôle scientifique en faisant venir un certain nombre d'autres forces, HEC, l'ENS Cachan, AgroParisTech, les mines et Supélec, j'ai mis des points d'interrogation. Je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, Supélec a explosé, par exemple, sur l'histoire de Saclay. Et puis aussi, c'est la création de l'université Paris-Saclay avec une commu qui implique donc 20 établissements, près de 11 000 enseignants-chercheurs, 68 000 étudiants. Bon, enfin, les chiffres sont colossaux à chaque fois. Et ça, on est complètement dans la dimension réflexive. C'est ce qu'on essaie de construire là, et c'est l'océan dans lequel on essaye de naviguer avec notre petite barque. Le plus grand université américain, Arizona State University, 70 000. Ouais, donc bon. Mais c'est peut-être aussi une vraie université. Bon, enfin, faut qu'on discute. Voilà, des choses à discuter là-dessus. Donc on continue plus loin. Voilà, c'est ça. C'est aussi, Saclay, c'est aussi pour les aménageurs, pour les politologues, pour les géographes, c'est une immense opération d'aménagement et d'urbanisme impulsée par l'État. Certains disent que c'est avant tout ça. Par exemple, si on prend le nombre de mètres cubes de béton injectés dans Saclay, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est aussi, en termes de gouvernance, un établissement public d'aménagement qui a été créé en 2016 et qui est en charge du développement immobilier, urbain et économique et qui est présidé par la présidente de région Île-de-France. C'est aussi également un campus international dans lequel on va construire, vous voyez, les chiffres sont colossaux, un métro qui passe autour de Saclay d'ailleurs, des surfaces, hectares et une gouvernance multiple. Je l'ai dit que c'est un établissement d'aménagement, mais c'est aussi une opération d'intérêt national, c'est-à-dire qu'en termes d'utilisation des sols, de foncier, etc., on a des règles tout à fait particulières qui dérogent totalement au droit national et qui permettent des expropriations beaucoup plus faciles, etc. Donc une multiplicité d'acteurs publics et privés. Et puis également, et c'est le dernier élément
que vous devez connaître, mais quand même que je rappelle, c'est qu'on a des conditions socio-économiques tout à fait particulières dans Paris-Saclay. Donc d'abord un fort taux de croissance de la population, 40% en 40 ans, une spécialisation dans la zone de Saclay qui est tout à fait particulière en termes de cadres et de professions intellectuelles supérieures, c'est-à-dire près de plus de 37%, ce qui est tout à fait extraordinaire au niveau national, une forte spécialisation productive avec des emplois dans la conception-recherche. L'INSEE a publié des chiffres qui sont vraiment très chouettes là-dessus. Donc en fait, c'est ici, on ne peut pas voir, mais quand on regarde ici, on s'aperçoit, je fais bien attention à ne pas toucher, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est une médiane du revenu dans Saclay, dans la zone de Paris-Saclay, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire elle est aussi importante que Neuilly ou des zones de ce type-là. Donc on est vraiment dans les populations riches. Ce sont également des grands centres de recherche industrielle, Air Liquide, Eramet, Danone, Kraftfoods, Safran, etc. Ça s'est installé, ça continue. Beaucoup de start-up, bien sûr. Des bureaux d'études spécialisés dans l'innovation et les transferts de technologies, et il y en a beaucoup. Et puis, c'est également 4 des 10 plus grands établissements de recherche et de R&D nationaux, avec Renault Technocentre, Peugeot SA, Thales, Sagem, et puis toujours, puisqu'on parlait de Thales, des activités de défense militaire et de sécurité qui restent extrêmement prégnantes, extrêmement fortes et qui pèsent d'un poids très lourd dans la balance commerciale de la France également. Okay. Et un vote Front National très faible. Très faible au niveau Front National. Donc, pour conclure, c'est plutôt une ouverture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces éléments? Comment on peut y réfléchir? Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire. J'aurais pu dire, par exemple, j'aurais pu rappeler comment Saclay a été créé, comment le plateau de Saclay a été créé du temps de Louis XIV par une opération très très importante d'artificialisation de la nature et de circulation de l'eau avec des problématiques de biodiversité, de ressources naturelles tout à fait particulières. J'aurais pu parler de ça aussi, mais on n'a pas le temps de parler de tout. Donc en fait, on a ici, comment est-ce qu'on peut aborder, comment est-ce qu'on peut adresser ces questions. Donc je vais essayer de le faire en abordant quelques questions. D'abord, le cluster Paris-Saclay, je pense, est un objet d'étude qui est intéressant pour les SHS. Je me réfère à un article récent de Carouet, qui est paru il y a quelques semaines, qui a fait un bilan sur Paris-Saclay et qui finalement disait qu'il y a 4 types, il présente au moins 4 types d'intérêts qui peuvent avoir vraiment quelque chose vers lequel on peut se tourner, nous. D'abord, c'est un projet universitaire, scientifique et technologique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une grappe d'innovation, un campus, un cluster, un système territorial autour de la production, de la promotion du savoir, de l'innovation, de propriété industrielle? Donc, toutes ces questions de cluster, de clusterisation, d'écosystème industriel, ça se pose à nous, écosystème d'affaires. Deuxièmement, c'est un projet économique et social, puisqu'on a vraiment là une accélération et une création d'un processus de métropolisation aux portes de Paris, en quelque sorte, et avec un système qui est tellement fort qu'il y a une organisation de la hiérarchie urbaine et des grands équilibres territoriaux avec une population tout à fait particulière, comme on l'a dit. Troisièmement, c'est une opération majeure d'aménagement du territoire. Donc on fait une tentative de refonte urbaine, sociale et fonctionnaire dans l'espace francilien en renforçant des spécialisations hiérarchiques, métropolitaines et intramétropolitaines. Donc ça pose toute une série de questions qui sont liées à ça. Et puis dernière chose, c'est un objet géopolitique, puisque c'est une espèce d'ovni dans le système français, quelque part, avec des dérogations multiples de toute nature. On l'en connaît dans la commu pour nous, mais à tous les niveaux, c'est comme ça, tout est dérogatoire. Et donc, grande opération volontariste d'aménagement portée par l'État, et donc elle jette un éclairage sur le fonctionnement des institutions, avec des enjeux de pouvoir, de rivalité sur les territoires à toutes les échelles. Et puis j'aurais pu parler de plein d'autres choses aussi. Par exemple, en termes de transport, il y a quelque chose qui est absolument fascinant en termes de mobilité et de transport, en particulier par le fait que toutes les lignes de métro vont se développer, mais aucune ne va rentrer dans Paris-Saclay. Donc, alors, on en parle en permanence, mais elles vont tourner autour, mais elles ne vont pas rentrer dedans. Bon, il y a plein de choses à dire. Donc, quelques questions par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que je les ai toutes ciblées. Je n'ai pas été capable vraiment de les rendre de les rassembler réellement. Bon,
D'abord, premier défi, me semble-t-il, pour les SHS, c'est de construire les interactions scientifiques locales. Finalement, comment est-ce qu'on collabore entre des activités de recherche, de discipline, des universités, des laboratoires, des grands organismes, des grandes écoles, etc. Comment on fait pour mettre tout ça ensemble? Et puis, est-ce qu'on va vraiment y réussir, étant donné la taille du plateau de Saclay? Parce que ce qui est frappant quand même, quelque part, c'est que ce plateau est gigantesque et que comment deux institutions vont-elles réellement collaborer quand elles se retrouvent à 7 ou 8 km les unes des autres? Même s'ils n'ont pas réussi à le faire dans Paris, vont-elles réussir à le faire là où il n'y aura pas de moyens de transport? Mais bon, c'est une vraie question. Deuxièmement, le couplage de l'activité scientifique et de production. C'est-à-dire, comment ou est-ce qu'on peut vraiment réussir à penser, nous les SHS, la relation entre la science et la production. Et en particulier, les éléments sont là. Hein. On va avoir une concentration scientifique extraordinaire, en même temps une concentration de technocentres, d'entreprises, de laboratoires de recherche privés colossale. Est-ce qu'on va réussir à fonctionner, à faire circuler et à faire des choses ensemble? Ça, c'est une vraie question, et en tout cas, c'est au moins un objet d'observation pour les sciences humaines et sociales. Troisièmement, quel est le lien avec les populations locales? Ce qui est fascinant dans Saclay, c'est que Saclay s'est construit beaucoup contre les populations locales, à coup d'expropriation des terres. Alors nous, on y a participé à l'INRA AgroParisTech, on a expulsé des paysans, des terres, on a artificialisé aussi, donc on a pris notre part. Mais il y avait une résistance des populations locales qui s'est exprimée. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que c'était une résistance générale, est-ce que c'était une résistance locale, quel était le niveau d'acceptation, comment c'est accepté par les populations les plus aisées, certainement différemment, quels sont les types d'aménagement, quelles modalités pour les populations qui vont rentrer et sortir de Saclay avec beaucoup de difficultés, comment ça va se passer. Donc il y a un vrai enjeu qui se pose là. Et puis, dernier enjeu probablement, un dernier défi pour les SHS, c'est un défi qui concerne les questions, les pratiques d'écologie industrielle et territoriale, on y revient, c'est-à-dire finalement les questions d'approvisionnement, d'énergie, de ressources, de traitement de déchets sur le plateau. Comment est-ce que ça va être traité? Comment tout ça peut se mettre en place? Je disais tout à l'heure que le plateau de Saclay, c'est une construction artificielle, hein, qui a déjà une artificialisation de la nature qui est très ancienne, mais qui est réelle. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on va prendre ça en compte? Est-ce qu'on peut faire du plateau de Saclay un écosystème vertueux? Bon, ça reste à prouver, mais en tout cas, c'est une vraie question qui se pose. D'ailleurs, je pourrais rebondir sur ce dernier point. Dans ACXM, il y avait aussi un volet de recherche, non, sur les aspects territoire, bassin versant, etc., qui avait été présenté à ACXM. Oui. Mais pas seulement Orge, pas aussi, il n'y a pas eu de travaux sur le Saclay. Non. Bon. Donc dernier transparent, je pense, ouais c'est ça. Dernier transparent, ça pose quand même des questions de recherche, hein. Donc des questions de recherche autour des clusters de connaissances, systèmes locaux d'innovation, pôles de compétitivité, hybridation entre les grandes et les petites entreprises, les laboratoires, etc. Hein. Autre question de recherche, celle de la transition énergétique. Donc finalement, aujourd'hui, on a des questions qui se posent avec les énergies alternatives, les véhicules décarbonés, et toute une discussion entre les compétences technologiques gérées d'une part et les SHS, réflexion sur ces questions-là. Des problématiques environnementales qui sont liées à la teneur même du plateau, les usages des sols, est-ce qu'on doit continuer à artificialiser ou pas? Quelles sont les problématiques de biodiversité? Quel est l'impact autour de cette concentration de population? Quel va être l'impact sur les mobilités qui vont se faire tous les jours, qui commencent déjà à se faire de Paris ou autre? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact en termes de pollution, d'environnement, etc. Question également de l'alimentation et des systèmes alimentaires durables. Donc, comment on va nourrir, par exemple, nourrir les cantines? Il y a 11 restaurants universitaires qui vont exister à moyen terme. Donc, comment on va les alimenter? Est-ce que ça va être une alimentation vertueuse, bio, verte, etc. Comment va-t-on l'acheminer? Est-ce que ça va être de l'alimentation locale? Donc une vraie question qui pourrait être adressée.
Question des transports et des mobilités, bon celle-là je ne rentre même pas, elle est colossale, hein, donc tout le monde le sait bien. Et puis également, évidemment, on pourrait aller jusqu'aux questions de changement climatique, des actions, et puis des questions, évidemment, je l'ai mise en dernier parce qu'elle a une telle évidence, qui sont celles de la formation et de la diffusion des savoirs à l'intérieur de notre communauté, mais également en dehors, vers le secteur privé, vers les secteurs associatifs, les populations, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'est terminé. Un grand merci André pour cette présentation exhaustive des enjeux qui concernent les SAP du point de vue des SHS. Maintenant, le débat est ouvert l'interaction avec Jean-Marc Debord. Jean-Marc Agaton. Un commentaire, je remarque simplement sur le premier défi que vous avez présenté sur construire les interactions scientifiques locales. Au-delà des échanges entre disciplines, il y a aussi la dimension chez nous, à mon sens, très présente, entre grandes écoles et universités, qui est une dimension supplémentaire, qui vous pose énormément de problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des impacts sur les aspects institutionnels, organisationnels. Ça, c'est une question presque politique. Quand je parlais de la barrière de la 118, c'est un peu ça qui nous structure depuis plusieurs années. Et donc c'est une dimension qui, au-delà de la science, qui est quand même très prégnante. Et je ne sais pas si elle est uniquement présente sur ce territoire-là, bien sûr, on est quand même plutôt bien noté. Donc comment tu vois cette partie-là? Non, tu as raison, c'est un problème qui ne nous est pas spécifique, ce problème il est générique, mais par contre il prend une ampleur particulière vu le challenge qu'on nous a mis en face. C'est-à-dire que finalement, on a souvent au moins deux cultures, je dirais. Une culture qui est la culture des universités, pour dire vraiment très très vite. Une culture qui est une culture d'ingénieurs, qui ne sont pas pareils. Je pourrais détailler pourquoi. Et du coup, ce problème existe toujours. Mais nous, il est particulièrement fort, parce qu'on nous demande de travailler ensemble, d'échanger. Et dans un lieu comme la MSH, ce problème, il se montre à un double niveau. Donc déjà, on le voit entre SHS, évidemment, puisque finalement, venir comme Jean-Christophe ou moi, de l'INRA et d'AgroParisTech, avec une culture d'ingénieur, n'est pas la même chose que de venir de l'université, par exemple, d'universités dans lesquelles travaillent des historiens, par exemple. Donc ce ne sont pas les mêmes méthodes de travail, ce ne sont pas les mêmes relations au terrain, ce ne sont pas la même relation aux entreprises ou aux particuliers, ce ne sont pas les mêmes types de programmes de recherche, ils ne nécessitent pas le même volume de financement, je dirais, etc. Donc il y a des vraies cultures différentes. Puis après, ça s'accroît encore quand on doit aller vers les autres disciplines, bien sûr, en dehors des SHS. Après l'économiste de base voit le partage de la rente, jeux coopératifs, émergence des coalitions, réseau, extraction de rente, etc. Ah, c'est moi qui donne la parole. Oui. D'accord. Juste des petits points peut-être d'actualisation de certaines choses qui sont là au niveau des centres de recherche industrielle. Par exemple, il y a EDF qui a fait un grand centre de recherche maintenant sur le plateau. On est sur l'énergie, il faut quand même obligé de le citer. Il y a aussi tout le réseau des pépinières d'entreprises qui existent à travers la CAPS, donc le comité d'AgroParisTech, puis également les incubateurs. Je pense à Incubalance, un peu plus bas dans la vallée, mais tout ça, ça participe quand même à tout ce cluster. Et là, il y a une question peut-être un peu de béotien. Le lien entre cluster et district, c'est devenu un gros mot, district, ou tu l'utilises pas? Ouais. Oui, c'est un débat un peu spécialiste, mais si tu veux, il y a eu deux grandes étapes dans les systèmes localisés de production, pour dire vite. La première, ça a été les districts industriels, c'est-à-dire des auteurs comme Beccatini en Italie qui ont montré que des concentrations de petites firmes, toutes petites et qui n'étaient pas du tout dans le high-tech, étaient capables d'être compétitives au niveau international. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le même lieu et qu'elles avaient des forts liens de coopération, de coordination. Puis après, Porter a repris, je dirais, le bébé, mais lui a donné une ampleur plus grande et plus médiatique en disant, en lui donnant le nom de cluster, qui est aussi un nom qui est très chouette, et puis en disant finalement c'est autour des activités de haute technologie, et puis que l'on voit se faire cette agglomération, cette concentration des connaissances et des entreprises et des laboratoires.
Et finalement, le terme cluster, aujourd'hui, il est devenu une espèce de terme mondialisé. Donc c'est pour ça que je suis reparti directement là-dessus. Une cité de district, mais bon, je pense que tout le monde il dira le cluster de Paris-Saclay, le district, ça n'a pas grand sens aujourd'hui. Jeanne Leconte, Université Paris-Sud. Je vais venir déjà sur l'intitulé du workshop, la culture de la nature. C'est ma faute. La nature est peu présente, sauf par la dimension, je dirais, territoriale, ou via l'entrée écologie industrielle, mais qui fait une part assez pauvre aux questions de nature. Donc je pense que ces questions de nature, alors qu'elles sont abordées, notamment dans un LABEX qui s'appelle le LABEX basque, et un bon nombre des questions qui ont été, il faudrait que, sont adressées déjà dans le LABEX basque. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait des liens qui se fassent auprès de ce LABEX où ces questions sont abordées. C'était un engagement et disons, c'est un plan de timing, mais c'est prévu, l'interaction avec basque. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a plein de choses d'interrogation qui sont adressées dans le LABEX. On n'est pas totalement étranger parce qu'il est dans nos locaux. Voilà, mais voilà, je voulais quand même le souligner parce que c'est important. La deuxième, c'est sur la question qui a été dit, université de 70 000 étudiants, et tu as dit qu'à l'étranger, ce qui faisait que ça marchait, c'est qu'il y avait une appartenance à l'université de ces personnels. Et là, je pense que, pour rebondir avec la question M. Agator sur la difficulté université, grandes écoles, je pense que l'enjeu, et peut-être qu'on va manquer, c'est que justement mettre tous ces établissements, quels qu'ils soient, au sein d'un saut université, c'était un enjeu qui me semble être un enjeu qui permet au personnel, quelle que soit leur culture et leurs particularités et leurs origines différentes, de se retrouver dans un ensemble. Voilà. Et donc ça, bon, on verra, mais les dernières informations que j'ai ne laissent pas penser que c'est quelque chose dans lequel on est en bonne voie. Et je pense qu'il faudrait que les personnels, maintenant, disent de manière forte, que c'est comme ça que ça peut réussir. Donc André souhaite réagir, après je donnerai la parole à Dorothée et à... Je vais faire une réponse qui n'est pas du tout polémique, je vais faire une réponse sur le fond. Je pense que les difficultés qu'il y a de faire une vraie université, entre guillemets, elles résultent du fait qu'il y a une vraie coupure entre des mondes. Et que mettre des grandes écoles ou des universités ensemble, les rassembler très rapidement, un peu à marche forcée, alors que les cultures sont très différentes, les histoires sont très différentes, les méthodes sont très différentes, c'est une vraie difficulté. Donc ce n'est pas seulement des questions de personnes, ça peut être des questions de personnes, des questions de communauté, de racisme ou autre. Il y a un vrai problème de fond. Je pense qu'on surestime ces difficultés. On surestime et que la base... Oui, mais on surestime les difficultés ne sont pas au niveau de la base, elles sont à un niveau supérieur. Absolument. Et c'est là que ça passe. Dorothée. Oui, je vais aller un peu dans le même sens, une question un peu générale. Merci de tout ça. Il fait que moi, j'avais travaillé il y a 2 ou 3 ans pour un benchmark de repérage de qu'est-ce qui bouge au plateau de Saclay, l'intention du groupe EDF. Et donc ça m'inspire un certain nombre de questions parce que j'avais organisé à la suite de ça une rencontre au Proto, Soca, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un lieu un peu alternatif, un tiers-lieu justement de pratiques un peu nouvelles pour la porosité entre les acteurs. Et un peu comme vient de le dire Jeanne, il faut sans doute pas grand-chose pour que les possibilités d'une recherche, hein, c'est ça ma question, possibilité d'une recherche qui soit rendue vivante, poreuse, et qui les interfaçages, il faut les rendre visibles. Et il me semble que un des points clés, c'est de travailler sur la visibilité des dynamiques entre les acteurs et leur visibilité. Je ne sais pas si vous avez commencé à amorcer des outils là-dessus. Je voudrais simplement signaler qu'une association comme Térécité a déjà une carte vivante qui s'appelle la Carto. Alors c'est pour vraiment les gens du territoire, mais pour les chercheurs, il y a certainement à travailler sur des outils vraiment nouveaux qui permettent parce que je suis toujours frappée que ce soit au niveau régional, au niveau national ou international, les rendus des recherches ne sont pas fructueux pour les autres. Donc
faut pouvoir exiger presque des acteurs qu'ils puissent donner à voir des éléments de projet, de projection et de résultats pour qu'on puisse mailler véritablement les choses. Je ne sais pas si ce que je dis là paraît un peu abscon ou inatteignable, mais vous n'avez pas évoqué la question des outils de connexion en termes de recherche. Je dirais que je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, dans les méthodologies, à aucun moment, d'aucune manière. Donc effectivement, il y a à la fois des méthodologies de compréhension des interactions et des méthodologies d'action, ce qui est assez différent. Donc il y a des méthodologies pour comprendre quelles sont les interactions, en particulier, je pense, la théorie des réseaux et des réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas les réseaux sociaux au sens de Facebook, c'est les réseaux sociaux au sens de White et de Granovetter. C'est une analyse qui est extrêmement forte et qui peut permettre de comprendre comment se déroulent les interactions, comment elles naissent, et quel type d'interaction il y a ou pas, et quel groupe il peut y avoir à l'intérieur de ces interactions. Donc ça, c'est quelque chose qui est, par exemple, tout à fait applicable par des enquêtes étendues sur la communauté de Paris-Saclay pour voir qui travaille avec qui collabore, qui fonctionne, qui échange des connaissances. Enfin, il y aura plein de variables possibles à adresser de cette manière-là, de ce côté-là. Ça, c'est une première chose. Après, il y a des outils d'action. Les outils d'action, c'est un peu différent. C'est-à-dire des outils qui ont été développés en particulier par les sciences de gestion et qui sont des outils pour mettre en œuvre de la co-construction, de la connaissance partagée, des projets communs et essayer de rapprocher aussi des opinions différentes et de les faire discuter. Donc on a soit des outils comme vous décrivez, c'est-à-dire qui sont plutôt dans le cadre, je dirais, d'entreprise ou de la production. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour, finalement, là on va mettre ensemble des gens de différents laboratoires ou dans de laboratoires et d'entreprises, on va les faire benchmarker et puis ils vont travailler, ils vont déterminer qu'ils peuvent faire des choses en commun. Ça c'est une première chose. Puis après il y a des outils d'une autre nature qui sont les outils à destination de la société civile et des populations. Donc ça va être des forums hybrides, ça va être des groupes de négociation, de concertation, etc., dans lesquels on va rassembler la population et on va essayer d'arriver à un consensus, éventuellement d'aplanir les conflits, les oppositions. Il y a aussi toute une littérature là-dessus. La semaine dernière, on était à un workshop avec Patrice, et on a intervenu, Stéphano était là aussi, on a intervenu, c'est un workshop sur l'action publique qui a été organisé par l'UVSQ, et dans lequel on a discuté toute la journée de la manière d'impliquer les populations, comment on se disputait, comment on travaillait ensemble, etc. Donc il y a toute une littérature là-dedans. On était des politologues, des sociologues, des économistes, des géographes, et on a discuté autour de cette question-là. Donc il y a aussi des forces dans Paris-Saclay pour se pencher sur ce type de questions. Maintenant, Patrice Durand, École normale. Ensuite, Jean-Christophe souhaitait intervenir. Après, on aura peut-être encore le temps d'une ou deux questions parce que j'imagine que vous souhaitez aussi échanger devant le buffet. Je vais reprendre effectivement ces questions parce que la partie de ma vie a tourné autour de ces questions-là. Le problème pour nous, c'est de passer de la coordination à la coopération. Aujourd'hui, on est dans une phase de coordination, on crée des institutions, etc. Le problème, c'est comment on travaille ensemble. Là, il y a une question qui est d'une certaine manière assez basique au départ, c'est que le problème n'est pas de réfléchir au mode de relation qu'il faut avoir les uns avec les autres. Donc, on le sait dans les sciences sociales, c'est que pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait un enjeu commun. Avoir un enjeu commun ne signifie pas qu'on soit d'accord sur le même enjeu. Un conflit, c'est un enjeu commun. C'est pour ça qu'un conflit n'est pas un déficit de communication, c'est une rupture de régulation, mais ce n'est pas un déficit de communication. Au contraire, c'est pour ça que quand il n'y a pas de conflit, je découvre que on n'a rien à voir avec les autres aussi, éventuellement. Donc je veux dire, le problème, c'est comment trouver effectivement des enjeux communs qui nous poussent à travailler. On le voit, alors, une EMS, c'est la pire des choses du point de vue de la pluridisciplinarité. Quel est l'intérêt des physiciens, des matheux, etc. Chacun est là pour être le meilleur dans sa discipline, point barre. Donc le reste, on s'en fout.
C'est la différence probablement avec l'INRA où vous avez des proximités. Moi j'ai été pendant longtemps à l'ENGREF et puis à l'IRSTEA, ex-CEMAGREF, il y a des enjeux communs. C'est là qu'on voit que le territoire est un enjeu commun et qui permet effectivement que des économistes travaillent avec des gens qui font de la biologie, je ne sais pas quoi, etc. etc. Donc c'est pour ça que la question est essentielle et trouver des enjeux communs. Quand tu dis les ingénieurs, effectivement, c'est des approches différentes. Oui, mais justement pour cette raison. Et je prends l'exemple des grandes écoles. Les grandes écoles, je le disais dernièrement à Bercy lors d'un grand raout sur recherche et action publique, les grandes écoles d'ingénieurs en France ont été les seuls porteurs de la pluridisciplinarité depuis longtemps. Pour une bonne et simple raison, c'est que moi j'étais prof, je faisais de l'analyse des politiques publiques à l'école des ponts, à l'ENGREF, avant les années 80, c'était les seuls endroits où on en faisait en France. C'était à peu près inconnu, à Sciences Po, ils ne savaient pas ce que c'était, etc. Et bon, mais à un moment donné, on leur dit, pour résumer, on dit aux ingénieurs des ponts, il faut construire des ponts, ils ont construit des ponts. Et puis un beau jour, on leur a dit, mais quelle est l'utilité macrosociale des ponts? Et là, ils n'avaient rien à dire. Et donc, du coup, l'arrivée des SHS a été fondamentale à l'école des ponts parce qu'effectivement, l'économie, la sociologie, là, il fallait bien expliquer en quoi un pont était producteur d'aménagement du territoire, de certains types d'usages, etc. D'où des gens comme Melzer se sont mis à travailler sur un certain nombre de choses, etc. Donc la question, elle est fondamentalement celle de trouver des enjeux communs. Et tant qu'on ne les aura pas trouvés, ben les enjeux institutionnels demeureront. Je suis désolé, vous ne ferez pas communiquer les polytechniques et les grandes écoles d'ingénieurs avec les universités. Moi je me souviens très bien de Polytechnique. L'IX a toujours été assez considéré comme un État dans l'État et continuera à le faire. Aujourd'hui, il y a un problème qui est le problème des grandes écoles qui gravitent autour effectivement de l'IX. Et là, il y a un vrai problème. Il se trouve que j'ai été chargé de mission sur le rapprochement pont. Il y a DDE, DDA, et donc du coup ça posait les questions de l'ENGREF, des ponts, etc. Je veux dire, on a dit, ah oui, on a des cultures différentes, ce qui était faux. Le problème, c'est que quand vous voyez aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes cultures, sauf que les enjeux institutionnels, les différences de salaire, les différences de carrière, etc., ont été des éléments déterminants au départ, jusqu'à ce qu'on puisse trouver effectivement des enjeux qui permettaient justement le regroupement. Or, si on ne trouve pas des enjeux qui amènent des gens à coopérer sur des enjeux de boulot, etc., je ne suis pas persuadé qu'on arrivera... Faut-il pas réfléchir en termes de mécaniques d'incitation, selon toi? Ça dépend de ce qu'on peut financer. Comment? Les différences ne sont pas si énormes que ça. C'était vrai pour le rapprochement des ingénieurs des ponts et des ingénieurs du génie rural, pour les IPEF. Pourquoi? Parce que là, vous avez les questions d'honoraires. À l'époque, il y avait la question des honoraires qui faisait la différence de gestion des zonos était très différente suivant l'école. Donc là, effectivement, c'était pas au niveau des ingénieurs, d'ailleurs, des plus gradués qui était le problème. Mais c'était d'autres problèmes. Voilà. Mais l'incitation, je ne sais pas, pour l'instant, je ne suis pas persuadé qu'effectivement, tant qu'on n'arrive pas à créer effectivement des enjeux de travail commun, voilà. Donc c'était une remarque importante. On donne la parole d'abord à Jean-Christophe et après à Jean-Louis. Sur ton intervention, André, des réactions un peu épidermiques, un peu café et commerce peut-être. Sur tout ce qui est cluster, là, ce que tu négliges un peu, je trouve. Moi j'avais fait, derrière ça clair, à l'origine, quand même, il y a le rapport de Christian Blanc en 2001, où il se trouve que j'étais proche du pouvoir très brièvement, où j'ai eu les premiers brouillons de ce rapport pour le commenter, etc. Et à l'époque, on avait fait toute une analyse un peu des clusters. Et ce qu'on voyait, c'est quand même que les clusters, il y a très très peu qui marchent. Les clusters initiés par l'État. Alors ça est aussi de Sophia Antipolis, on peut aussi citer la Silicon Valley, Silicon Glen, etc. Mais enfin, tout ce qu'on a lancé, il y en a quand même très 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 peu. Et c'est pas que en France. Hein. C'est vrai que maintenant, les grands clusters des années 70, le Vaudreuil-Ville-Nouvelle, qui a patiné pendant 40 ans, commence un peu à décoller. Il y a des entreprises, Sergi sans doute aussi, mais
il y a quand même un taux d'échec absolument gigantesque. Et les facteurs qu'on avait essayé d'identifier pour lesquels ça marche, c'est pas du tout évident. On avait vu des choses sur déjà l'attractivité, la qualité de vie, Grenoble, voilà, il y a tout ça, Saclay, il y a moyen, Palo Alto, il y a la mer, Sophia Antipolis, c'est pas vrai non plus. Saclay, on n'a pas tout à fait ça. Et puis après, il y avait l'histoire du coût du terrain, enfin, pourquoi est-ce que l'innovation dans la rue de je ne sais plus combien à Boston, à un moment donné, ça s'est cassé la figure, c'est quand même le coût de l'immobilier, c'est déplacé à Houston où c'était pas cher, à Salt Lake City. Donc là, est-ce que Saclay a encore cet avantage-là? Je pense que c'est cher. Enfin, il y a vraiment, si on veut faire une espèce d'économie de cluster, je pense qu'il y a pas mal de choses à aller regarder. Le deuxième point, c'était quand même sur si on veut aussi prendre la Saclay comme objet d'étude, c'est quand même le rôle de l'État. Moi, je pense que là, il y a un enjeu de politique, d'économie politique, pardon, je voudrais écrire sur l'histoire de parité, de l'échec de parité, qui est vraiment, à mon avis, c'est extraordinaire. Je compile petit à petit des éléments pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais celui de Saclay est quand même assez intéressant. À la base, je suis convaincu qu'il faut, si on veut comprendre, une approche extrêmement cynique du rôle de l'État, c'est un État corrompu qui a décidé de faire une opération immobilière sur un cachet scientifique. Une des preuves, c'est quand même l'absence de possibilité dans les statuts de PPS de pouvoir utiliser l'investissement d'avenir pour faire de la rénovation. Il faut faire que du neuf. Enfin, c'est des choses comme ça. On a un certain nombre de symboles qui montrent qu'il y avait quand même la capture par des appareils développés, par des choses comme ça. Et en fait, quand on a mis 4,5 milliards de béton et 300 millions de patients, c'est quand même pas une coïncidence à la fin. Enfin, ça, c'est. Si tu veux, je pense à l'objectif, je pense que c'est deux choses à voir. Maintenant, c'est fait, c'est là, c'était peut-être une erreur. En tout cas, si on compare des usages alternatifs de ces 5 milliards, je pense que c'est une erreur, mais c'est trop tard. Et il faut faire en sorte que ça marche. Et là où on peut nous s'appuyer, c'est quand même, à mon avis, sur deux choses, c'est qu'il y a maintenant une vraie communauté de recherche qui commence à fonctionner ensemble. On voit bien c'est tout ici, il y a des messages particuliers. Là, il va sans doute, le vaudrait une nouvelle. Dans 40 ans, il y aura peut-être quelque chose qui va décoller. J'espère que ce sera avant 40 ans. Et puis, il y a quand même aussi, mais ça, c'est pas lié à Saclay, je pense que c'est une évolution. La seule chose qui rend optimiste dans l'économie française, c'est quand même le changement de mentalité des étudiants. Je veux dire, il y a encore 10 ans, les étudiants des grandes écoles, ils avaient une envie, c'est de distribuer des primes à la vache sur direction départementale de l'agriculture en rentrant dans le corps du greffe ou du PEF. Et à l'agro, c'est encore un peu comme ça. Et maintenant, ces corps-là recrutent très très loin dans les grandes écoles, ils ont du mal à trouver des gens. Il y a le côté innovation start-up qui apparemment est quand même vraiment très très prégnant. Et ça, là, il y a quand même de quoi faire quelque chose. Et si nous, en sciences sociales, on doit un peu accompagner tout ça, je crois que c'est important qu'on s'y mette, y compris dans nos cursus master, d'avoir vraiment les options innovation, création d'entreprise qu'on est en train de mettre en place, y compris dans des masters d'économie, d'avoir ça en M1, c'est ce qui va arriver l'année prochaine, d'avoir à la place du stage une possibilité de rentrer dans une dynamique création d'entreprise. Il y a des choses qui donnent quand même un espoir malgré tout le cynisme qu'on peut avoir sur l'histoire. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Donc, André souhaiterait réagir. Après, je donnerai rapidement la parole à Jean-Louis. Il faudra, disons, clôturer tout en sachant qu'on aura après un espace de discussion et d'échange. Oui, ça sera très bref pour dire que je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc, ces éléments-là, ils sont complètement analysables. Je crois qu'on doit les analyser. Le rôle de l'État, effectivement, par les politologues. Je suis complètement d'accord avec ton analyse. Hein. C'est avant tout une opération de béton dans laquelle nous, on a été un peu périphérique, mais très important, très utile pour la légitimer, quelque part. Donc, ça serait très intéressant de refaire cette histoire-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait clair. Et puis, sur les clusters qui marchent et qui ne marchent pas, tu as parfaitement raison. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puisque j'ai commencé ma carrière à Sophia Antipolis. Mais en particulier, on pourrait rajouter un autre élément, c'est le passage du temps. C'est-à-dire, et tu l'as évoqué, c'est une réalité également. C'est-à-dire, Sophia Antipolis, ça a quand même marché au bout de 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, l'État a mis, je ne sais pas combien de milliards, et au bout de 30 ans, ça a fini par marcher. Et donc, il faut du temps, non seulement en investissement, mais il faut également du temps pour que s'établissent des réseaux de personnes. Sophia Antipolis, pourquoi ça a marché, par exemple ? Parce que tous les ingénieurs, les chefs d'entreprise qui ont été mis là pour des raisons d'héliotropisme, ils ont eu des enfants.
Ces enfants, ils se sont établis sur la Côte d'Azur, ils sont allés au lycée international, à l'université de Saint-Pierre-Antipolis, puis une fois qu'ils ont terminé, ils n'ont plus eu envie de partir de la Côte d'Azur, et donc ils ont créé des startups, ils sont rentrés dans l'entreprise de papa et maman, etc. Et là, ça a créé ce vrai réseau local. Il faut une génération. Et ça, voilà, il faut une génération, il faut une génération qui passe. Ouais. Alors là, par contre, l'héliotropisme à Saclay, avec ce que tu nous as dit sur le Gulf Stream, on est un peu inquiet. Jean-Louis. Pour avoir suivi les questions sur le plateau de Saclay depuis Mémoire historique. je dirais qu'il y a toujours eu des relations et on a toujours trouvé des intérêts communs. Je regarde ce qui se passait dans les différents labos, aussi bien jusqu'à Marcoussis vers Saint-Quentin. Je ne suis pas sûr que ce soit le gros problème. Par contre, il y en a un qui n'a jamais été vraiment discuté et rendu conscient, c'est la question des espaces à la fois matériels et virtuels dans lesquels chacun travaille, que ce soit en entreprise, que ce soit en université, que ce soit dans les écoles. Ces espaces-là, en particulier les espaces matériels, il y en a qui sont ouverts et il y en a qui sont clos sur ce territoire. Et c'est une différence fondamentale. On ne rentre pas à HEC comme on rentre, on pénètre sur l'UFR Sciences d'Orsay. C'est le seul lieu ouvert, l'UFR Sciences, dans le paysage. Et donc il y a des fonctions qui ne sont pas suffisamment pensées pour utiliser les possibilités des lieux ouverts par rapport aux lieux clos où on va bien se rencontrer, mais il faut quand même avoir un travail d'approche et des autorisations pour y arriver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là, parce que c'est aussi une question qui nous intéresse du point de vue sciences sociales. Donc, on est parfaitement dans les temps. Je remercie Jean-Louis. Bien évidemment, encore un